Stirner, on ne peut surmonter leur opposition, et là il parlait alors de l'opposition entre le réel et l'idéal, qu'en les anéantissant tous les deux. Ce n'est que dans ce troisième terme, le « on », que l'opposition trouvera sa fin. Sinon, idée et réalité ne se recouvriront jamais. L'idée ne peut être réalisée d'une manière qui la laisse subsister comme idée, mais seulement si elle meurt en tant que telle, et il en est de même du réel. Fin de citation. À travers donc ce dépassement de l'opposition entre l'idée et la réalité, le moi stirnerien envisagé comme ce on neutre permet sa redéfinition comme simple pôle d'intensité, comme un point intensif si l'on veut. Si par conséquent, une néantisation pure et simple du moi paraît délicate, du fait de la survie justement de ce on, qu'on vient d'identifier comme son ultime et paradoxal reliquat, notons bien que c'est aussi l'idée qu'il y aurait maintien d'une subjectivité assurée d'elle-même chez Stirner, qui devient tout aussi difficile à soutenir. Ce moi qui se défait sans cesse des contenus de pensée qui en sont arrivés à se figer, et qui n'est rien au-delà des pensées elles-mêmes, pensées posées par Stirner comme indissociablement spirituelles et matérielles, ce moi, par conséquent, qui échappe à l'éternité en ne cessant de rejeter les pensées transformées en idées fixes, ce moi, donc, se caractérise par une instabilité fondamentale, une absence de repos, par lequel il se maintient à l'écart de tout propre. Le moi stirnerien, repensé comme unique, serait au fond toujours à venir. C'est en ce sens qu'on peut rejoindre la question de l'hospitalité à travers l'idée qu'il s'agirait aussi, pour le moi chez Stirner, dans sa quête d'émancipation précisément, de différer constamment d'avec lui-même, de s'altérer, de s'ouvrir plutôt à la possibilité, à la chance d'une telle altération. Cela peut par conséquent parfaitement s'effectuer en interprétant l'idée stirnerienne de l'association d'égoïstes dont il parle, comme ne durant jamais au-delà de l'intérêt que chacun y trouve, c'est-à-dire jamais au-delà de ce surcroît d'être que l'association m'apporte, si elle convient avec telle de mes passions, ou mieux encore si elle la révèle et ou réveille au-delà de mes capacités individuelles. En ce cas, on est bien proche de cet égoïsme composé dont on parlait tout à l'heure en l'empruntant à Fourier. L'important ici, chez Stirner, comme chez René Scherrer ou encore chez Nietzsche, est que l'ouverture à autrui ne doit pas s'effectuer à travers ce qui s'apparenterait à un reniement de soi, ou en tout cas à une auto-limitation de ses aspirations, par exemple à travers une morale du désintéressement. L'ouverture à l'autre ne me conduit à un surcroît d'être que pour autant que l'hospitalité que je lui accorde fait aussi ma joie. Et je cite Max Stirner sur ce point-là. Ne dois-je donc avoir aucun intérêt vivant pour la personne d'autrui? Sa joie et son bien ne doivent-ils pas me tenir à cœur et le plaisir que je lui cause passer avant d'autres plaisirs personnels? Au contraire, je puis lui sacrifier avec joie d'innombrables plaisirs, renoncer pour accroître le sien à une infinité de choses et risquer pour lui ce qui, sans lui, me serait le plus cher, ma vie, mon bien-être, ma liberté. C'est bien sûr mon bonheur et ma joie que de savourer son bonheur et sa joie, mais je ne me sacrifie pas moi-même à lui, je reste égoïste et jouis de lui. Fin de citation. Je finis. Pour finir tout à fait, oui. Faisons remarquer donc que si l'anarchisme philosophique de René Scherrer n'a pas pour fonction, en effet, comme ça a été dit, de préconiser tel type d'action politique particulière, en revanche, il a la capacité d'irriguer possiblement en profondeur des mouvements politiques. Pour autant qu'il s'agisse de politiques vives, plongées dans l'immanence, en prise avec l'événement, il ne saurait y avoir, la concernant, cette pensée, de réflexion préalable qui, à la manière de la théorie naguère encore pouvait éclairer l'action, viserait à restaurer et ou à maintenir les droits d'une transcendance au nom d'un idéal sur la politique en acte. C'est en cela qu'il y va d'un principe d'anarchie, selon le beau titre du livre de Rainer Schurman, dans la politique immanentiste de René Scherrer, si on veut l'appeler ainsi, se caractérisant alors davantage, selon l'expression que j'ai utilisée au début de cette intervention, comme le transcendantal même des anarchismes politiques. C'est le même souci de ne subordonner la réalité à aucun idéal qui guide Max Stirner, échappant ainsi à toute tentation de juger cette réalité, intérieure ou extérieure, et c'est à une affirmation de la joie contre le ressentiment qu'il se livre bel et bien lorsqu'il écrit « Ceux qui ont été dressés n'atteignent jamais leur idéal et ne confessent les nobles principes que des lèvres, ou bien ils en font une profession de foi. Ils doivent dans leur vie se reconnaître tous pécheurs par rapport à elle, et n'atteignant pas leur idéal, ils sont de faibles hommes et ruminent la conscience de la faiblesse humaine. Il en est autrement lorsque tu ne cours pas après un idéal comme après ta destination, mais te dissous comme le temps dissout toute chose. La dissolution, elle, n'est pas ta destination, car elle est le présent. »
Fin de citation. On peut lire en cela une commune leçon d'inspiration héraclitéenne, peut-être, chez René Scherrer et Max Stirner, selon laquelle le devenir, pour autant qu'il constitue la vie immanente, réfute par avance toute position de transcendance qui viendrait couper le flux de la réalité elle-même, à la manière d'un idéal venant dicter au réel sa règle, ou à celle d'un moi figé, résistant au mouvement de désubjectivation, sans lequel pourtant il n'est d'hospitalité que mutilé. Un mot, et je ne voudrais pas accaparer la parole, je m'aperçois que j'empêche les gens d'intervenir. Et là, sur l'exposé d'Alain Nave, je suis tout à fait en empathie avec lui et tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, de sorte que je ne parle que pour le féliciter, le remercier d'avoir explicité et approfondi ainsi les quelques pensées que j'ai eues sur ce problème. Je préférerais, oui, en accentuant dans ce que tu as dit sur Stirner, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas d'ailleurs, qui avait travaillé sur Stirner, un Espagnol qui est Ignacio, je ne me rappelle plus quel est son prénom, Clement, et qui est professeur à Valencia, et qui a fait maintenant, et qui avait fait une thèse justement sur Stirner, et cet aspect de l'immanence chez Stirner qui fait que cette unique se situe dans un domaine que Deleuze appellerait aussi pré-personnel, en quelque sorte asubjectif, quelque chose qui recouvre très précisément ce champ d'immanence sur lequel va se développer en particulier le domaine de l'utopie immanente. Ces expressions sont deleuziennes. Je me les suis appropriées, je les ai faites miennes en les complétant ou en les illustrant à partir de ce que je pensais être l'utopie immanente de Fourier, en particulier avec la passion. Je signale simplement, parce que peut-être il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas lu, et ça a été l'objet de la thèse d'Alain, qui a soutenu ici sa thèse avec Alain Brossa, sur Pasolini et Benjamin, cette référence qu'il a faite à Petrolio, qui est un livre énorme, anarchique aussi s'il peut en être, d'ailleurs, de Pasolini, à la fois de fiction et d'une sorte d'autobiographie ou de journal crypté en permanence, et dans lequel, dans des visions, c'est l'expression même qu'il utilise, le mot de vision fantastique, il décrit à un certain moment un ensemble de fellations et de sodomies fantastiques et fantasmagoriques dans la campagne romaine, dans les terrains vagues très précisément qui parsèment la banlieue romaine dans les années 60, je ne sais pas, 50-60, dans l'après-guerre, les périodes d'anarchisme et d'inorganisation qui étaient celles de l'Italie de cette époque. Et alors, ce qu'il y avait de sensible et cette importance accordée à la sodomie et à cette sodomie multiple et qui dépasse en quelque sorte même les possibilités humaines telles qu'il le décrit, c'est une sorte de constitution au niveau du corps, d'un dépassement à la fois de l'individualité, de la personne, quelque chose qui atteint des dimensions cosmiques et qui se trouve très en accord d'ailleurs avec l'analyse passionnelle que l'on trouve chez Fourier, pas de ce côté-là de la sodomie, Fourier n'en parle pas du tout, mais du côté de l'immanence
du corps à l'ensemble du corps planétaire, de la planète. La sexualité chez Fourier est quelque chose qui se développe du côté de la sexualité des astres, des planètes, donc c'est quelque chose qui, dans son immanence absolue, va engager beaucoup plus que de la relation de personne en personne, qui va apparaître dans ce cadre-là, au contraire, codifié par les lois, par la jurisprudence, par la réflexion à la fois juridique et morale, qui va apparaître comme appartenant au domaine de la transcendance, tandis que c'est au niveau, au ras du corps, que cette sphère de l'immanence, que ce champ de l'immanence se constitue. C'est ce que je vois dans la façon dont tu as présenté et analysé ces problèmes. Mais j'aurais aimé que sur ce plan qui est très intéressant et qui est à la, je dirais, sans aucun caractère de péjoratif, ou bien au contraire, qui est à la portée, je dirais, de tout le monde, c'est-à-dire qui permet à tout le monde de penser et d'intervenir. J'aurais aimé qu'il y ait une ou deux interventions qui ponctuent peut-être la présentation d'Alain. Ça n'a pas tant pis. Mais il ne faudrait pas que la parole soit accaparée. Ça serait tout à fait contraire à cette idée d'anarchie, parce qu'il y aurait au contraire une sorte d'aréopage constituée par les détenteurs de la parole, et puis il y a ceux qui ne parlent pas, qui sont muets dans l'écoute de ce qui est dit, mais c'est un petit peu malheureux. Donc, ne ralentissons pas. Donc, je redonne la parole au président de la table. Et merci encore. Merci encore, oui. Merci. Bien, et maintenant, nous allons passer la parole à Jacques Poulain. Oui. Oui, on va échanger avec elle. Non, reste là justement. Voilà. Je serai plus à même d'être à côté. Jacques Poulain, professeur émérite. Je voudrais remercier tout d'abord René de nous avoir permis de penser ensemble autour de lui, et aussi remercier Bruno Cagni d'avoir été à l'initiative de cette journée au départ, et signaler, avant de prendre la parole, donc les cahiers critiques de philosophie, le numéro de septembre, est consacré justement à l'œuvre de René Scherrer. Et donc j'invite ceux qui voudraient pouvoir lire ce livre et l'acheter à mettre leur nom sur la feuille qui va passer. Merci. Donc je voudrais parler de communication et vérité chez René Scherrer. L'intitulé de mon exposé n'est pas original. Il reprend purement et simplement l'intitulé du chapitre de conclusion de l'ouvrage de René Scherrer, Philosophie au pluriel de la communication, publié en 1969 chez CEDES et présenté par René comme un abrégé de Structure et fondements de la communication humaine, publié en 1966 chez le même éditeur. La vérité accessible dans la communication est pour René celle qui a trait à la finalité immanente à toute communication. Cette finalité, c'est la coproduction d'une vérité commune, inédite jusque-là, liée à la reconnaissance d'un besoin d'autrui, voire besoin de l'autre, comme composante majeure d'un dialogue avec l'autre que chacun rencontre dans ses rapports de transformation de lui-même et du monde, ses rapports de subjectivation. Cette vérité commune, inédite, est indissociable de la forme de vie humaine dont on cherche à s'approcher en toute communication,
en tant qu'elle est solidaire d'un co-agir. Elle est approche de l'humain comme tel en l'autre en soi et participe à ce titre à une émancipation à l'égard du sens passé de l'ego, livré par son immersion dans l'histoire. Je cite René, « La communication n'est jamais passive, donnée ou subie, elle s'inscrit toujours en dernier ressort dans l'imprévisible d'un engagement. Et c'est ainsi qu'il est possible de lui donner un sens ultime, à la fois comme initiative et comme résultat. » Donc, cette communication a trait non à une subjectivité abstraite ou exclusivement interpersonnelle, elle est une approche de l'homme à travers autrui comme à travers soi-même, une approche qui réussit ou qui échoue. Scherer n'hésite pas à se référer pour expliquer ça à Feuerbach. Je cite, « Le premier objet pour l'homme est l'homme, et c'est en prenant cet objet avant toute spéculation, dans sa totalité sensible irréductible, qu'il devient sujet. La communication n'a pas besoin d'autre sens ni d'autre fondement qu'elle-même. Issue de l'existence et du sensible, elle conduit à la vérité. La vérité n'existe que dans le dialogue, n'est vrai que ce qui est communicable. » Fin de citation. Et la conclusion de l'ouvrage est à la hauteur de son intitulé. Je cite, « En portant la certitude intérieure au niveau du dialogue, je ne fais pas seulement don à l'autre de ce que je possède, mais je constitue avec lui une vérité commune qui est la seule vérité. Sur le plan de la vérité de l'être de l'homme, il n'est jamais fait don que de ce que l'on ne possède pas. » Fin de citation. En rappelant ces phrases, j'aimerais élucider leur portée pour nous, en indiquant les articulations essentielles de l'argument qui y mène, tout en soulignant leur actualité et leur vérité, aussi neuves et aussi inédites aujourd'hui qu'à l'époque où elles furent écrites. Car si le besoin de communication qui caractérise notre époque a fait jaillir tant de philosophie et de théorie de la communication, c'est qu'il ouvre également un champ d'échecs de pensée analogue au jeu d'échecs dont parlait le champion d'échecs Tartakover. Toutes les fautes de jeu sont là, dans ce jeu d'échecs, elles n'attendent que d'être faites. L'admirable dans cet ouvrage est que René Scherer sait y déjouer et dénoncer ses erreurs, dans le vocabulaire et les auteurs d'époque qu'il convoque, mais en utilisant la critique qu'il en propose comme autant de tremplins vers ces vérités inédites qui nous délivrent du sens sédimenté en nous, font craquer les carapaces, pour nous constituer, selon la formule de Marx, en besoin, au pluriel, de l'autre homme. L'approche d'autrui comme maître total lui permet d'évacuer, sans même encore les connaître, les tentations d'une éthique pure du consensus, comme d'une politique du consensus qui feront les délices d'Apple et d'Habermas des années 70 à 90. Cette évacuation se fait dans le cadre d'une critique de Kant. Je cite, « Pour Kant, le postulat d'autrui comme personne morale n'apparaît qu'en tant que la loi universelle est déjà donnée et à titre de corollaire de cette loi, mais il n'entre pas dans sa détermination. Aussi, la conception kantienne du rapport à autrui se trouve-t-elle en défaut selon deux aspects principaux, celui de l'opération, de l'agir, et celui de la compréhension. En effet, si le contenu de la loi morale nous oriente vers autrui, n'est-il pas nécessaire que nous appréhendions celui-ci comme personne, dans son originalité, que nous sachions transformer le pur jugement de notre conscience en une compréhension des motivations d'autrui, dont non seulement la personne abstraite, mais la personne sensible, dans sa particularité, doit être prise comme fin. Chez Kant, en dépit du postulat pratique, nous ne découvrons jamais autrui. Mais sous l'idée de sa personne rationnelle, nous découvrons seulement les problèmes universels du jugement. Or, c'est dans l'opération, l'agir seulement, que l'autre est effectivement rencontré, que sa présence de fait modifie mon intention elle-même. Chez Kant, l'action ne rencontre l'autre que dans le concept limité de la communauté réelle, c'est-à-dire la communauté éthique. Si la décision est dans sa liberté absolument incontrôlable, autrui n'est plus qu'une visée dans le champ de ma conscience, et la communication est rendue impossible. La loi suffit à la conscience rationnelle, sa modification dans l'opération au contact d'autrui
ne saurait prendre place dans la constitution de l'univers pratique. De ce on, qu'on vient d'identifier comme son ultime et paradoxal reliquat, notons bien que c'est aussi l'idée qu'il y aurait maintien d'une subjectivité assurée d'elle-même chez Stirner qui devient tout aussi difficile à soutenir. Ce moi qui se défait sans cesse des contenus de pensée qui en sont arrivés à se figer et qui n'est rien au-delà des pensées elles-mêmes, pensées posées par Stirner comme indissociablement spirituelles et matérielles, ce moi par conséquent du réel. Fin de citation. À travers donc ce dépassement de l'opposition entre l'idée et la réalité, le moi stirnerien envisagé comme ce on neutre permet sa redéfinition comme simple pôle d'intensité, comme un point intensif si l'on veut. Si par conséquent une néantisation pure et simple du moi paraît délicate, du fait de la survie justement de Stirner, dans sa quête d'émancipation précisément, de différer constamment d'avec lui-même, de s'altérer, de s'ouvrir plutôt à la possibilité, à la chance d'une telle altération. Cela peut par conséquent parfaitement s'effectuer en interprétant l'idée stirnerienne de l'association d'égoïstes dont il parle, comme ne durant jamais au-delà de l'intérêt que chacun y trouve, c'est-à-dire jamais au-delà de ce séquent qui échappe à l'éternité en ne cessant de rejeter les pensées transformées en idées fixes. Ce moi donc se caractérise par une instabilité fondamentale, une absence de repos, par lequel il se maintient à l'écart de tout propre. Le moi stirnerien, repensé comme unique, serait au fond toujours à venir. C'est en ce sens qu'on peut rejoindre la question de l'hospitalité à travers l'idée qu'il s'agirait aussi, pour le moi chez Stirner, on ne peut surmonter leur opposition, et là il parlait alors de l'opposition entre le réel et l'idéal, qu'en les anéantissant tous les deux, ce n'est que dans ce troisième terme, le on, que l'opposition trouvera sa fin, sinon idée et réalité ne se recouvriront jamais. L'idée ne peut être réalisée d'une manière qui la laisse subsister comme idée, mais seulement si elle meurt en tant que telle, et il en est de même